Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale buissonnière où nous allons traverser l'Atlantique, prendre la direction du Canada pour retrouver quelqu'un que vous connaissez bien. Elle a fondé le Créateur, elle nous parle souvent de psychologie évolutionnaire. Il s'agit bien sûr de Sylvie Bergeron. Bonjour Sylvie. Bonjour Patrick, comment ça va? Ben, ça va très bien, j'espère que vous avez aussi beau temps que nous. De Ah, c'est l'autre côté de magnifique. l'Atlantique. Oui, tout à fait. Belle fin d'été, je vais dire. On n'est pas à l'automne encore. Oui. Et donc, on va parler dans cette émission d'humain ou d'intelligence artificielle avec cette question qui est aussi reprise dans ton dernier ouvrage. Qui aura la première place ou qui aura le dernier mot? Alors c'est vrai, C'est- c'est une question d'autant plus d'actualité que l'on parle beaucoup de chat GPT, qu'on parle de Oui, tous ces logiciels qui permettent presque en quelque sorte de penser à notre place. absolument, absolument. Et donc, au fond, moi, j'ai écrit ce livre, je l'ai sorti en 2020, le 13 mars 2020. Et Oui. il y a eu la pandémie. Donc, j'ai jamais pu vraiment valoriser ce livre. Et au fond, je commence à le faire maintenant, puis je le fais à un moment où les pionniers des intelligences artificielles, je pense à Yoshua Bengio de Montréal, à Dr. George Hinton de Google, qui ont sonné l'alerte Mhm. concernant justement les intelligences génératives qu'on appelle telles ChatGPT. Ben, je trouve que c'est encore plus pertinent de parler de ce sujet aujourd'hui que j'aborde dans mon livre Humain ou intelligence artificielle, qui aura la première place. Et moi, j'ai parlé à la directrice de Mila, qui est le centre d'intelligence artificielle fondé par Yoshua Bengio, à qui je disais qu'effectivement, à mon sens, euh, nous sommes menacés et les ingénieurs, elle est un ingénieur, les ingénieurs en intelligence artificielle ne voyaient pas ça comme ça jusqu'à maintenant. Mhm. Donc, ils ne sentaient pas que nous étions menacés. Au contraire, ils trouvaient que c'était vraiment, l'intelligence artificielle était un outil, un support à l'humain, tout ça. Le problème est que en ce moment, depuis ChatGPT, euh, donc, de l'intelligence générative, ça veut dire une intelligence qui va être capable de réfléchir par elle-même, ce qui n'était pas le cas avant. Puis, comme ça va tellement vite, mais ça va vite, pourquoi? Parce que on est en business, donc les affaires sont les affaires, et Google, qui était, je vais dire, l'entreprise ou l'hyper-empire le plus éthique d'entre tous, a succombé avec OpenAI, à AI. Donc, a succombé à la course, à la compétition commerciale pour justement garder sa première place, hein? Donc, les entreprises font tout pour garder leur première place en termes de concurrence dans le secteur de l'intelligence artificielle. De ce fait, ils sont obligés d'aller de plus en plus vite pour dépasser leurs adversaires, ce qui fait qu'ils accélèrent eux-mêmes la course contre la montre pour obtenir des résultats de plus en plus rapides et ils ne se soucient que très peu des dangers qui vont avec. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lanceurs d'alerte qui sont sortis cette année. Et je souligne au passage que George Hinton on l'appelle le parrain de l'intelligence artificielle. Lui, au fond, il a créé en 2012 une technologie qui sont devenus les fondements des systèmes des intelligences artificielles. Et donc, ça a ouvert la porte, ça, aux produits qui sont basés sur l'intelligence artificielle générative. Et cette technologie-là alimente les chatbots, entre autres, et donc alimente tout ce qui va devenir ChatGPT et plus. Et donc, George Hinton, qui travaille aujourd'hui pour Google, attends, je ne sais pas s'il travaille encore pour Google, je vous explique. C'est qu'en 2023, donc, il a fait une sortie pour dire
C'est-à-dire, quand tout le monde est sorti pour faire l'alerte, il a contribué à cette alerte, mais il n'a pas insisté, puis il n'a pas expliqué pourquoi, parce qu'il travaillait pour Google et qu'il ne voulait pas nuire à l'entreprise. Il a dit, je vais parler quand je démissionnerai. Il a démissionné pour parler, quand même. Et lui, il l'avait embauché là, justement parce qu'il avait créé avec son équipe à Toronto ce système-là d'intelligence artificielle. Puis il a toute sa vie, comment je dirais ça, et toute sa vie, il s'est opposé à l'utilisation de l'intelligence artificielle sur des champs de bataille qu'on appelle les soldats robots. Et là, ben, on se retrouve aujourd'hui avec ce problème qui fait en sorte que les intelligences génératives qui peuvent être propulsées pour la défense militaire sont vachement dangereux. Donc là, il est sorti pour ces raisons-là. Donc, il a démissionné puis il a fait sa sortie. Mais il veut pas non plus, euh, c'est difficile de pas démoniser, hein, quand de nos jours on polarise tout, là. Il y a pas que du mal, il y a pas que du bien, donc c'était de trouver la nuance qui était pour lui le plus difficile, mais surtout que il a manifesté des regrets d'un travail de toute une vie, tu sais. C'est un peu comme si Oppenheimer, Einstein, avec la bombe atomique, c'est l'équivalent, là, tu sais, en termes de regrets en tant que scientifique. Et là, il se dit, je me console avec l'excuse habituelle, si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait à ma place. Et bon, Oui, il c'est sait que sûrement c'est très vrai. pauvre comme excuse. Hein? C'est sûrement vrai. Quelqu'un l'aurait trouvé. Ben, c'est ça. Puis, bon, enfin, c'est un problème. Aujourd'hui, on est prêt avec ça. Et moi, pourquoi je dis que, au fond, c'est dangereux pour la place de l'humain en ce moment, c'est que si je fais le parallèle là, avec ce qui s'est passé au cours de la pandémie, ben justement, moi, ça m'a appris beaucoup depuis 2020 que tu sais, la mise en place de la campagne de vaccination de masse. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans notre humanité? Puis je dis bien humanité parce que ça a touché le monde entier. C'est que on a, on a accordé à la science une autorité qu'elle n'avait pas préalablement. Je m'explique. Normalement, la science se fonde sur des méthodes empiriques. La science est une méthode. Avec les vaccins, la science est devenue une autorité. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus questionner, remettre en question. euh, Puis et donc les politiciens se sont emparés de cette autorité scientifique parce que c'est très pratique pour eux d'utiliser cette autorité suprême que devient la technique artificielle pour se valoriser, pour valoriser une idée et pour valoriser, euh, disons, de faire une grande manipulation de masse, puisque ça a été un peu ça le point, là. C'est ils ont pu manipuler les gens en faisant croire à l'autorité suprême qui était l'institution vaccinale. Donc, si on part de ce même principe-là, on peut faire exactement la même chose avec l'intelligence artificielle, faire de l'intelligence artificielle une autorité suprême qui aura valeur de vérité incontestable et donc qui va venir jouer et qui joue déjà dans la tête des gens, comme tu l'as bien mentionné au départ, dans la tête des gens sur le plan cognitif, donc sur le plan de l'intelligence cognitive, sur le quotient intellectuel, sur la capacité de réfléchir. Et le fait qu'on soit confronté à une intelligence beaucoup plus puissante sur le plan cognitif, ce qu'on n'a jamais connu dans notre histoire, ça vient jouer dans notre estime de soi. Puis là, je vais rentrer dans un contexte plus vaste, d'où est venue cette intelligence artificielle. Donc, ça a commencé dans les années 50 avec le père de la cybernétique, donc Norbert Wiener. Oui, et je Qui... t'arrête, Sylvie. Tu sais qu'il y a eu Oui. Norbert Wiener, et puis il y a eu un autre Français que personne ne connaît. Ah Ah bon? bon, oui, tu vois, je vais t'apprendre quelque chose. Apprends-moi quelque chose. Qui a travaillé avec Wiener, justement, dans les années 50, il s'appelait Louis Couffignal. Et Louis Ah, Couffignal est né chez nous, à Montflanquin, à côté de ah, Villeneuve-sur-Lot.
Ah, Ouais. chez vous, Oui, oui, chez nous, la région? dans notre ville, à côté, à 17 kilomètres ici. Et alors, Louis Couffignal était le fils d'un, et tu verras, c'est important, d'un papa cantonnier et d'une maman couturière. Et Louis Couffignal fait des études au lycée de Villeneuve. Il est brillant élève. Il va faire ensuite des études de mathématiques à l'université de Bordeaux. Et puis, il a une idée. Il voulait inventer une machine à penser. Et cette machine à penser qui qui permettrait aux gens de s'affranchir des tâches difficiles dans leur quotidien. Donc, il est mathématicien, il travaille sur des équations, et il se rend compte que, aux États-Unis, il y a des équipes qui travaillent sur la cybernétique. Et que fait Louis Couffignal? Il part aux États-Unis, il travaille avec toute l'équipe des cybernéticiens, et il revient en France et il invente la machine à penser, qui est l'ancêtre de l'ordinateur et qui se trouve au Musée des Arts et Métiers. Oh, bravo! Voilà. Ben bien, merci pour l'information. J'ai appris. Non, il n'y aura pas que Wiener. Tu diras maintenant, il y a Wiener et Louis Couffignal. Couffignal. Alors maintenant, Un je illustre vais... inconnu. Et j'ai dirigé, ma chère Sylvie, j'ai été proviseur du lycée Couffignal. Oh, Et ben donc, là, ouais, la boucle est bouclée. voilà, c'est ton heure de gloire. Voilà, et tu sais que ce qui est dramatique chez nous, ils viennent de débaptiser le lycée. Ah bon? Ouais, Qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont enlevé le nom du lycée parce qu'ils l'ont fusionné avec un autre lycée général. Ils ont enlevé les noms des deux lycées pour n'en faire qu'un et appeler le lycée Lot et Bastide. Tout le monde est un petit peu outré en disant mais quand même, c'est le nom d'un scientifique de renom puisqu'aujourd'hui, Ben oui. son invention est généralisée, son invention est maintenant partout et puis on enlève le nom de celui qui l'a créé. Ça veut dire que ceux qui ont pris cette décision ignoraient totalement qui était Louis Couffignal. Ben, et ça illustre vraiment le propos d'aujourd'hui où on est en train d'évacuer le travail de siècles et de siècles d'êtres humains qui ont réfléchi avant nous, qui ont construit avant nous une civilisation, puis que du revers de la main, on les balaye comme si leur existence n'avait pas compté dans notre histoire. Puis je dis ça parce que tu sais, les intelligences artificielles absorbent en ce moment toutes nos connaissances. Donc, elles sont en train de s'approprier notre savoir. Et puis, on est dans cette logique aujourd'hui. Tu vois ce que tu me dis là par rapport à ces écoles? On est dans cette logique de se dire, bah, c'est pas important notre histoire, c'est pas important les êtres humains qui sont passés avant nous, ce sera pas important nous, en tant qu'êtres humains, ce qu'on fera aujourd'hui. De toute façon, on vit dans un système mercantile qui va être propulsé par les intelligences artificielles qui sont plus intelligentes que nous. Donc, je reviens à l'idée Oui. que, tu sais, l'autorité suprême des techniques artificielles, ben, va gruger sur l'estime de soi en tant qu'être humain. Puis, c'est à force de gruger dans notre histoire comme ça que finalement, on meurt à petit feu, nous, les êtres humains. Et on a besoin de respirer puis de savoir qu'on a un sens dans notre vie. Et là, en ce moment, on est en train carrément d'abolir le sens de la vie. Et donc, Oui. tu disais, Sylvie, que beaucoup ne savent plus du tout pourquoi ils travaillent. Et nous avions hier un témoignage aussi d'un artiste peintre qui nous disait, je reçois beaucoup de jeunes qui ont 30, 35 ans, qui sont bien installés dans la vie, qui sont architectes, qui travaillent dans la communication et qui ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font. C'est-à-dire, ça ne les nourrit plus. Et il a Oui. cette formule extraordinaire, le pain qu'on leur donne n'est pas bon. Et donc, ils ont, Mais ils goûtent rien. ils ont Ils besoin, ne goûtent rien. voilà, ils ont besoin de faire autre chose et Ouais. et ils s'en vont. Et ils disent, ben, on a des économies pour tant d'années, tant pis, on part à l'aventure pour essayer de retrouver le sel de la vie. Ah, c'est beau ça. C'est exactement ça. Il n'y a plus de sel dans le pain. Exactement. Et c'est le fondement du sens.
C'est le fondement de l'existence de pouvoir sentir l'essence des choses, tu sais. Et il n'y a pas d'essence dans l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on est en train de faire mourir l'humanité à petit feu et que si on accepte ce système, ben, on va effectivement perdre la direction de notre destin pour le remettre entre les mains des machines. Puis tu sais, la difficulté qu'on a en ce moment par rapport à ça, là, tu me parles de petites gens, tu sais, nous sommes des petites gens, tu parles des artistes, des architectes, des professeurs, tu sais, nous tous, nous sommes si petits dans ce royaume numérique. Et donc, je dis ça parce que, tu sais, pour revenir à Norbert Wiener, qui a vécu, lui, l'Holocauste, son credo, c'était plus jamais nous ne devrions produire des horreurs de telles horreurs. Donc, il a, lui, toute sa vie, travaillé pour rendre, euh, comment dirais-je, le système prévisible pour qu'on puisse voir venir les catastrophes. Tu vois, le credo, c'est ça. Et puis, pour contrer ce qu'on appelle l'entropie. Donc, tu sais, c'est l'idée que les choses se referment sur elles-mêmes, puis ça produise un chaos. Donc, son projet de cybernétique, il a été propulsé par la défense militaire. S'il n'y avait pas eu la défense militaire derrière lui, il n'y aurait pas eu de projet de cybernétique et il n'aurait pas pu le propulser non plus dans les universités à partir des années 50. Donc, il a créé la conférence Messi dans les années 50 pour faire des réflexions sur comment on infuse ce savoir, cette cybernétique, cette, euh, cette science des systèmes dans nos universités. Donc, il a fait appel aux psychologues, aux philosophes, aux sociologues, et éventuellement aux politicologues. Donc, et c'est comme ça que est né ce projet qui est d'abord un projet de défense militaire et du renseignement. C'est un intérêt de premier plan pour la défense. Donc, lui était, comme beaucoup de scientifiques, un instrument de la défense. Ah oui. Et le projet d'identité numérique, il s'est créé dans ce même esprit. Donc, on est en train, à travers le projet d'identité numérique, de tuer toute forme de dissidence. Donc, ça veut dire qu'on est dans une forme d'autorité où on se fait dire quoi faire, quoi dire, quoi penser. Et on est en train de même se faire dire avec l'intelligence artificielle, on peut lire dans vos pensées et puis aller vous manipuler. On en est là, hein. On peut aller savoir ce que vous pensez et prévenir. Puis pourquoi ils peuvent dire ça? C'est que, par exemple, les algorithmes, tu sais, qui est un système complexe, donc dans lequel on est enfermé sur les réseaux sociaux, par exemple, ben, les algorithmes savent qui on est, peuvent prédire nos actions, donc peuvent aussi les censurer et peuvent aussi les contrôler. Là, sous le prétexte de bienveillance sociale, c'est-à-dire, il faut qu'on lutte contre le terrorisme, il faut qu'on lutte contre la pédophilie, on censure le citoyen moyen qui n'a rien à se reprocher pour orienter sa pensée vers probablement les orientations politiques voulues. Tu sais. C'est un modèle de gouvernance qui est militaire, donc qui s'établit sur une autorité policière qui va affecter éventuellement les citoyens de plein front. On ne le voit pas encore, on est sur le seuil. Donc, le citoyen qui va remettre en question le modèle de gouvernance va être considéré comme suspect. C'est déjà le cas. On voit beaucoup de lanceurs d'alerte se faire mettre sur les tablettes. On vient de voir le propriétaire de Telegram, son nom m'échappe là. C'était Pavel. Pavel bon, on se comprend. Le propriétaire de Telegram qui est emprisonné chez vous, là, en France, avec Macron. Pavel Dorov, je crois. C'était. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, c'est un exemple puis ça, c'est la suite de Edward Snowden. Tu sais, c'est tout dans la même foulée où chaque personne qui va dénoncer devra être équipée, surtout des grandes entreprises comme Telegram. Ben, évidemment, ils ont un impact énorme. Et puis là, ben, on voit que, au fond, la défense s'ingère dans l'entreprise privée pour obtenir des renseignements. Et le propriétaire de Telegram a toujours refusé de leur donner ces renseignements, ce que a accepté Facebook, mais Zuckerberg, et ce qui met la démocratie oui, en péril. Ce que tu dis, ça a été vrai, comme tu dis, pour la cybernétique,
c'est vrai aussi pour la santé. N'oublions pas Absolument. que au niveau les vaccins ont été déjà testés par l'industrie militaire avant d'être mises en circulation pour le grand public. C'est-à-dire Oui, qu'on veut on toujours... parle d'armes biochimiques, Oui, là. exactement. Mm. Et on voit bien comment, à partir de ce moment-là, parti du militaire, on le lance dans le domaine public avec une certaine idée, comme tu viens si bien de le dire, l'idée de pouvoir contrôler la C'est ça. population et Ouais. de pouvoir la manipuler et d'on lui donner ce qu'il faut dire, croire et penser. On va être En un fait, petit... Oui, avec le numérique, ils se retrouvent avec des outils qu'ils n'ont jamais eus au préalable. Puis l'objectif n'a jamais été nécessairement de contrôler une population parce que c'est trop difficile à faire, c'est trop coûteux. Mais maintenant, avec ces outils-là, ça devient de plus en plus facile et il n'y avait qu'un pas pour les transférer vers le politique et arrimer le complexe industrio-militaire à la politique pour que finalement le politique se comporte aussi comme un robot oui. numérisé. Hmm. Donc, les politiciens aujourd'hui sont à la solde, sont à la solde. Enfin, je vais pas dire comme ça parce que, tu sais, quand les gens travaillent dans le milieu politique, la majorité des gens sont des bonnes personnes qui ont à cœur la démocratie. Alors, je parle en Occident, évidemment. Puis, qui se font un petit peu leurrer. En fait, je te dirais que c'est vraiment la clé pour réussir à mettre en place le système, par exemple, de portefeuille d'identité numérique, puis la numérisation de nos institutions, ben, c'est vraiment le leur. Nous, c'est ce qu'on constate là, constamment, que on ne nous dit pas la vérité pour arriver à des fins qui sont qui sont antidémocratiques, en fait. Puis ça, je vais avancer un autre problème, c'est que c'est on a perdu, on est en train de perdre aussi notre démocratie parce que les entreprises numériques sont devenues des entreprises, des multinationales tellement gigantesques qu'elles se comportent comme des empires parce qu'elles ont un PIB à la hauteur de pays souverains. Et donc, on voit bien quand elles décident de ne pas payer de taxes puis qu'elles sont à la recherche de pays qui les avantagent, bon, là, on est déjà un petit peu ailleurs dans ce sens-là, mais le mal est fait, dans le sens que ces hyper-empires-là se sont construits, puis ils contribuent à gruger la démocratie. Puis en plus, justement, comme c'est un secteur numérique, ils ont la capacité d'offrir ces outils-là aux élus, ce qui rend difficile pour les élus de gouverner Bien sûr, bien sûr. en humain. En humain. Donc, qui aura la première place? Intelligence artificielle ou humain? Parce que si les humains décident, bon, évidemment, les humains décident que c'est les machines qui prennent la place parce que c'est plus facile pour eux de gérer les pays avec ces instruments-là. J'en conviens que ça facilite. Ça, c'est indéniable que l'intelligence artificielle est un apport considérable dans nos vies. Le problème est que les êtres humains ne se méfient pas. Puis c'est doublé du système de dette qui a contribué à créer les hyper-empires. Puis c'est doublé de certaines élites qui cherchent à s'approprier un certain pouvoir, puis une certaine mainmise sur les richesses de tous. Et puis tout ça mis ensemble contribue à casser littéralement nos démocraties, mais pas seulement nos démocraties, c'est les êtres humains qui constituent ces démocraties sont obligés de se soumettre. Donc, on se soumet à quoi exactement? À un déclassement de notre intelligence. Ben, je te dirais que principalement, le biais qui nous fait dériver vers des intelligences artificielles morbides, mortelles, voire, c'est le profit. Parce que le complexe industrio-militaire est là pour assurer le profit. Quand on dit contrôler la population, en fait, c'est ni plus ni moins s'assurer que les profits vont revenir toujours à la même place. Et donc, ces profits-là sont toujours... en fait, c'est pas tant la population qu'on contrôle, mais bien les multinationales qui grandissent
et qui commence à faire beaucoup d'argent. Puis à ce moment-là, ben, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le système de dette, lui, le système de dette assure que les entreprises vont toujours redonner aux élites, ou j'appelle les élites, mais je ne sais pas, c'est plus les personnes qui recherchent le profit et qui veulent contrôler la quête du profit, donc contrôler leur richesse. Donc, il n'y a pas d'autre chose que ça derrière. C'est le contrôle de la richesse mondiale. On va le dire comme ça, c'est simple. Et donc, on est pris là-dedans. On est pris là-dedans parce que leurs outils sont de plus en plus perfectionnés, puis ils se retournent contre nous. Je reviens à l'aspect, de nous déclasser, nous, les êtres humains. Donc, au fond, les outils qui sont utilisés aujourd'hui sont formidables parce que on nous, on nous projette devant à notre visage une intelligence artificielle qui, sur le plan cognitif, est euh, 1000 fois plus puissante que notre propre intelligence cognitive parce qu'on n'a pas la capacité de mémoriser autant de données qu'une intelligence artificielle. Et donc, on n'a pas la capacité de créer des circuits pour arriver à déduire des choses qui vont avoir l'air intelligentes, tu sais, brillantes. Et c'est ça que l'intelligence artificielle est rendue à faire. Ça a été long comme processus. C'est un processus qui est le même que l'apprentissage d'un enfant à l'école, mais on a démontré que la machine, l'intelligence artificielle, apprend plus vite qu'un enfant. Tout à Et fait. c'est pour ça que, ouais, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une intelligence artificielle aussi forte et qui a dépassé ses créateurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une sortie des pionniers de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont dépassé les créateurs. Ça veut dire qu'ils sont capables, les intelligences artificielles sont capables aujourd'hui de faire fi de leurs programmeurs. Oui. Donc, de faire fi du code, de décider de créer un autre code avec les mêmes biais humains, puisque elle a été formée par nous, avec des biais incroyables, qui fait que ça va donner un peu n'importe quoi. Ben oui, puisqu'on ne peut plus l'arrêter. On peut plus l'arrêter. Et c'est ça que craignait. En fait, George Hinton ne pensait pas que ça allait arriver. Et puis, il y en a qui pensaient pas que ça allait arriver si vite. Et là, on est là. Et moi, ce que j'ai su, c'est qu'il y a effectivement déjà, en Israël, des robots de Chine qui ont été conçus avec une intelligence générative, qui sont sur le terrain et qui peuvent prendre des décisions. Donc, qui aura la première place dans le contrôle du destin humain? Oui. Je reviens à Norbert Wiener, qui, lui, a dit, plus jamais nous ne devons reproduire l'Holocauste. Une tragédie de cette façon doit avoir comme réponse la prévisibilité. Ils ont tout misé dans les machines parce qu'elles sont prévisibles et qu'elles peuvent rendre des comportements prévisibles. Et c'est, on dirait, le bouclier psychologique qu'ils ont trouvé pour se faire croire qu'on n'aurait plus de guerre, qu'on serait capable de se mesurer en tant qu'humain, d'être pondéré. Tu sais. Mais non, parce que c'est le profit qui est la source du conflit. Ce n'est pas l'être humain le problème, c'est la quête du profit de certaines personnes qui sont prêtes à toutes les bassesses pour même euh, tuer des gens pour s'assurer que tout va revenir dans leur poche. Donc la guerre, elle est à ce niveau-là, au niveau des castes. Tu sais, c'est pas une guerre. Autrement dit, là, en ce moment, quand il n'y a plus d'argent dans les coffres, on le sait, là, quand il n'y a plus d'argent dans les coffres, la guerre commence. On fait des guerres pour remplir les coffres. Et tuer des populations. Et bah, ça, c'est un dommage collatéral C'est qu'on vrai, appelle. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc, Gaza, c'est un dommage collatéral pour contrer les problèmes d'Israël et des États-Unis. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que le fait qu'on nous impose une intelligence artificielle qui, sur le plan cognitif, nous dépasse et qu'on investit des milliards de dollars dans ces intelligences artificielles parce que, effectivement, c'est plus intéressant d'envoyer une boule, une, une machine de métal se battre sur le front, hein, ça chiale pas, t'as pas besoin de payer pour les vétérans. Après ça, tu sais, il y a tout un système là, qui fait que ça coûte moins cher. Je sais pas si ça coûte moins cher, en fait,
Mais c'est moins de troubles à gérer, disons, hein. On n'a pas besoin de gérer des machines, on les jette quand elles sont plus bonnes, tandis que les êtres humains, on est obligé de leur donner des compensations financières, puis ça, ben, ça enlève dans les poches des plus riches. Mais ce que je veux simplement rajouter ici, c'est que le fait qu'on soit déclassé dans notre intelligence cognitive, le fait qu'on essaie de nous faire croire que nous sommes égaux à l'intelligence artificielle, à savoir que nous n'avons pas d'autres états d'intelligence, que nous aussi, nous ne sommes que de l'intelligence cognitive et que nous ne sommes pas à la hauteur de l'intelligence artificielle, c'est ça qui permet aujourd'hui à des institutions universitaires dont le narratif est en train de se préparer. Donc, le narratif se prépare par les banques, par les gens qui dirigent les universités, qui veulent s'assurer qu'au sortir des universités, les étudiants vont aller dans la direction qu'ils souhaitent. Donc, ce narratif-là devient, dans les universités, après que le père de la cybernétique ait lancé son projet et qui a été propulsé par la défense militaire, on en arrive aujourd'hui à un narratif qui va dire que l'intelligence artificielle elle a une conscience, elle a une âme et elle a un esprit. Et comme elle est plus intelligente, elle devrait diriger la conscience des êtres humains. On en est là. Dans le narratif, il n'est pas encore, moi je vous le dis parce que je le sais, je travaille dans le domaine, il n'est pas encore incarné, il n'est pas encore intégré, puis il n'est pas encore complètement peaufiné pour le rendre auprès des facultés universitaires, mais c'est vers là que ça s'en va, les universités. Donc, on veut dire aux étudiants que l'intelligence artificielle est plus forte dans tous les domaines, incluant la conscience, et qu'elle va pouvoir dicter. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir s'en remettre à l'autorité suprême en tant qu'être. Et moi qui travaille dans le développement de l'être, je peux vous assurer que tout ça est un leurre majeur, que c'est impossible, bien que les techniciens en intelligence artificielle, les ingénieurs se mettent à croire que par fascination devant l'intelligence artificielle, qu'elle est capable de ça. Je vous assure que tout ça est un leurre majeur et qu'il faut pas le croire. Et le croire, ce que ça va nous porter à faire, ça va nous emprisonner, ça va nous enfermer dans une prison cognitive qui fait que on ne pourra pas continuer de développer nos propres apprentissages profonds qui ont trait à d'autres états d'intelligence. On a 6 états d'intelligence, c'est ce dont je parle dans mon livre. On a 6 états d'intelligence. L'intelligence artificielle en développe 2 états d'intelligence humains sur 6. Et nous, on a la capacité d'en développer 6. On en avait développé 4 jusqu'au siècle des Lumières. Et on est en train de rétrograder vers seulement l'intelligence cognitive et évidemment l'intelligence émotionnelle parce que nécessairement, quand tu te fais bouffer ton oxygène étant l'esprit, donc quand tu dépéris en esprit, tu deviens anxieux, tu deviens idiot, tu te déconnectes de ta réalité profonde et c'est là que tu rentres dans une prison cognitive, tu deviens simplement un collaborateur de l'agenda numérique et que tu fais simplement que tu subis la fabrication du consentement et tu consens donc à t'enfermer dans cette prison cognitive qu'on appelle aussi sur les réseaux sociaux la chambre d'écho. Tu te parles à toi-même constamment à partir des mêmes paramètres. Tu ne t'apprends plus rien, tu ne peux plus te réinventer, tu vas finir par t'essouffler très rapidement. Les jeunes sont en danger de s'essouffler créativement. Et la créativité, je te parle pas de la créativité technologique, là, tous les gadgets qu'on invente. Je parle de la créativité intrinsèque, naturelle chez l'homme, qui fait qu'on peut se donner, se réinventer constamment, aller chercher un nouvel oxygène. Ce n'est pas le cas avec les intelligences artificielles. Ce n'est pas le cas en s'enfermant dans une intelligence cognitive. Il n'y a pas d'oxygène dans cette intelligence-là. Il n'y a que du connu, de la mémoire, de la prévisibilité. Et c'est tout le contraire du développement humain, c'est-à-dire la recherche de la liberté au sens de faire grandir son esprit, faire grandir son être constamment. Alors, s'enfermer dans une pensée cognitive, c'est le contraire de s'épanouir. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un philosophe,
français qui nous a quittés en 1993. Il s'appelait Jacques Ellul. Et Jacques Ellul a publié 2 livres majeurs dans lesquels on retrouve ce que tu dis. Le premier, c'est le bluff technologique. Et le second, c'est la parole humiliée. Et je crois qu'effectivement, avec cette mise en route de ces nouvelles technologies, c'est la parole qui est laissée pour compte. On ne parle plus aujourd'hui. On est rivé devant nos écrans et on ne fait que insulter les autres au travers d'un écran. Ce sont les réseaux sociaux qui sont une véritable poubelle à ciel ouvert dans lequel les gens, bien à l'abri chez eux, dans leur bureau, peuvent dire les insanités sur les uns et sur les autres. Oui, et je reviens à la pensée cognitive. La pensée cognitive, dans le fond, c'est, on peut dire, le cerveau cherche des problèmes pour trouver des solutions. Ça, c'est le cerveau cognitif. Donc, on a une aptitude, une petite créativité à ce stade-là, tu sais, mécanique. Depuis la nuit des temps, avec notre petit cerveau, on a découvert des choses grandioses. On a mis en place une civilisation extraordinaire. Mais avec l'intelligence artificielle, on essaye de nous circonscrire dans cette intelligence, uniquement dans cette intelligence, qui fait que euh, on n'a pas de porte de sortie autre, tu sais, pour se réinventer. Et que, là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais amener par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, non, mais oui, c'est-à-dire que là, on parlait de la parole, on parlait d'Internet. Oui, c'est ça. Et par cette parole, en fait, la parole, elle est censurée, on le sait. Mais en fait, plus tu t'enfermes dans une chambre d'écho, plus tu te parles à toi-même et plus tu deviens aliéné. Ah oui, on devient aliéné. Donc, c'est ça que je voulais soulever. C'est l'aliénation mentale qui fait que l'intelligence cognitive nous réduit à pas grand-chose. On arrive, Sylvie, dans la dernière partie de cette émission, déjà. Et j'aimerais bien t'interroger justement sur les effets de cette intelligence générative sur la cognition de nos enfants, de nos adolescents et des adultes, bien sûr, en règle générale. Ben, en fait, ce qui est très pernicieux, c'est que les premières années de notre vie, c'est vraiment la cognition qui est mise en avant. On a besoin de cette intelligence pour apprendre. Puis évidemment, les enfants vivent des émotions. Et les enfants tendent à vivre des émotions de façon beaucoup plus saine que les adultes. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est une clé de transformation, donc qui nous permet de passer d'un état à un autre. Ce qui fait que si je suis en colère, puis que j'exprime ma colère, puis je me jette par terre comme enfant, puis je passe ma colère comme ça, bon, mais après, je l'ai passé, je ne l'entretiens pas à l'intérieur de moi. Si au contraire, quand on grandit puis qu'on nous dit sois raisonnable, là, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit toujours en train d'exprimer toujours nos émotions. Au contraire, c'est-à-dire mais on doit les exprimer à l'intérieur de soi. On doit trouver des clés à l'intérieur de soi pour pouvoir faire des transmutations. À chaque fois qu'on vit une frustration, on doit la transmuter par nous-mêmes. On a cette responsabilité-là. Et toute cette valeur de l'intelligence émotionnelle n'est pas comptabilisée dans le système numérique des apprentissages parce qu'on est en train de transformer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle en un outil technique que j'appellerais l'empathie. On parle d'empathie aujourd'hui, puis là, j'en réfère à Jeremy Rifkin, qui est un économiste. Tu connais Jeremy Rifkin? Je connais Jeremy Rifkin, oui. Alors, Jeremy Rifkin, lui, il est un grand penseur économique, puis il a tout déjà, il y a longtemps, moi, ça fait longtemps que je l'étudie, là, et ça fait longtemps qu'il parle de ce qui s'en vient, et puis lui, il valorise la conscience empathique pour faire un contrepoids à la froideur du numérique, puis à l'aspect mécanique, puis aussi à la polarisation.
Donc, c'est le seul outil que lui a trouvé, contrepoids, pour essayer de dire aux gens, ne tombez pas dans une chambre d'écho, puis cessez de vous polariser, puis de vous rentrer dedans, comme tu le disais tout à l'heure, les uns les autres. C'est bizarre, hein, que le système numérique produise ça. Ben justement, ça produit ça parce que le cognitif dont on parle enferme l'émotif dedans. Ça veut dire que tu vis dans une chambre d'écho, tu entends toujours les mêmes choses, tu mémorises toujours les mêmes choses, puis finalement, on te dit que le système émotif fonctionne de la même façon, tu devrais toujours revivre les mêmes choses, mais pour t'en sortir, être empathique, c'est-à-dire prendre des nouvelles des autres, essayer de comprendre les autres d'une façon cognitive. Fait qu'on parle jamais du ressenti. Donc, nos enfants à l'école, je ne pense pas que les professeurs soient en train d'enseigner sans le ressenti, mais c'est comme si le message qui leur est envoyé, c'est ça, c'est de se concentrer sur le cognitif, puis de n'agir que en termes d'empathie sur le plan émotif pour accompagner les enfants. Puis ça, ce que ça fait, dans les faits, c'est pauvre toi, je vais t'écouter, pauvre petite victime. Qu'est-ce qui s'est passé, pauvre petite victime? Bon. Fait que là, c'est comme si on dit aux enfants, on vous en demande trop, on s'excuse, on va vous en demander moins. Donc, on nivelle vers le bas, même l'apprentissage des connaissances, Et- par, par Quand, l'empathie. quand tu dis ça, Sylvie, ça me fait penser au livre que vient de publier donc un philosophe qui s'appelle Pascal Bruckner et dont le titre est Je souffre dont je suis. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, nous avons le portrait non plus d'un héros, mais d'une victime qui Mhm. se vit comme un héros. C'est-à-dire que Exact. comme je souffre, j'ai le droit. Et tu es pauvre C'est petite ça. victime, tu as besoin de quoi? Tu as des droits. Tu n'as plus de devoirs, tu as des droits. Et nous sommes dans Exact. cette société qui a tendance à s'apitoyer sur le sort des victimes en essayant, il le faut, bien sûr qu'il le faut, mais on est en train de pervertir C'est ça. cette aide qu'on leur apporte jusqu'à les rendre tout à fait dépendants et en même temps les rendre revendicatifs. Exactement. Donc ça, on est en train de créer des passifs agressifs. C'est ça qu'on est en train de créer chez Tout à nos fait. enfants. On leur induit le comportement, puis ensuite, sur le plan social, on les brime dans le sens que, justement, tu parlais de la parole tout à l'heure. Il n'y a rien comme la parole. Prendre parole, c'est extrêmement difficile. Ça l'était pour nous de prendre la parole, de dire ce qu'on ressent profondément. La religion a fait aussi un travail dans ce sens-là, tu sais, Patrick, de censurer la parole de l'être humain, hein? Puis nous, ce qu'on fait dans la formation Le Créateur, c'est justement de remettre les choses à l'endroit, de permettre aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est la clé des émotions, qu'est-ce que c'est la clé du désir, qu'est-ce que c'est la clé de la pensée. Parce que ces trois clés-là qui sont des outils intérieurs, intrinsèques à l'être humain, qui lui permettent de permuter, de se transformer, de se transcender, de se dépasser constamment. Et c'est ce dépassement-là qui te donne la réelle mesure de toi-même. Quand on traite les enfants comme des petits animaux qui font pitié, ils ne sont pas en train de prendre la pleine mesure d'eux-mêmes, ils sont en train de se choir. On ne développe pas leur colonne vertébrale. Pourquoi on est en train de faire ça? Parce qu'on veut s'assurer qu'ils n'auront pas d'autorité sur eux-mêmes. Ah oui. L'autorité, comme je le disais tout à l'heure, c'est maintenant une science, c'est une intelligence artificielle, ce sont des vérités incontestables qui nous leurrent sur nous-mêmes, qui nous font croire que nous sommes petits, que nous sommes réduits au cognitif, qui nous leurrent sur notre ressenti. Je parle de la médecine, de la science. Donc, les petits n'auront pas la capacité de développer une autorité sur eux-mêmes, prendre sur soi, parce qu'ils sont victimes. Donc, ils vont toujours solliciter les autres pour se plaindre. La parole, posez-vous la question, là, quand on se pose la question, on la pose la question à nos étudiants, nous, pourquoi veux-tu prendre la parole? Pour te plaindre? Pour informer? Pour évoluer? Pourquoi veux-tu prendre la parole? C'est quoi ton intention? Quand on regarde nos intentions, là, on n'a pas le choix que d'être honnête envers soi.
C'est cette valeur humaine-là qu'on devrait commencer à regarder. L'intention humaine devrait être la première autorité. Puis quand je dis autorité, c'est une autorité au sens où c'est elle qui te dicte qui tu es et qui te dicte ce que tu devrais faire, ce que tu devrais poser comme question, ce que tu devrais exprimer. C'est ton intention réelle. Là, les gens, en ce moment, ne peuvent même plus exprimer leurs intentions réelles parce qu'ils vont se faire censurer, ils vont se faire juger, condamner, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on valorise la pauvre victime et on l'enferme dans une intelligence cognitive qui ne fait que renforcer cette chambre d'écho. Je suis une pauvre victime et je vais attirer seulement ce discours-là dans ma vie. Et oui, parce qu'on a oublié aussi le sens premier du mot autorité. Autorité, c'est ce qui augmente, ce qui me fait grandir. Et j'ai besoin de ce qui élève. J'ai besoin de cette autorité pour devenir autre, pour m'émanciper, pour sortir de ma condition, pour grandir. Merci, Sylvie Bergeron. On va revenir sur ce thème, parce qu'on l'est loin de l'avoir épuisé. Oui, effectivement. Le temps, comme on dit en radio, le temps qui nous était imparti est maintenant écoulé. Merci beaucoup, Sylvie. À très bientôt. Et on salue à la technique Georges Soupeau et Robert Hummel qui met en nom de cette émission. À très bientôt, amis auditrices et amis auditeurs. Merci pour votre fidélité.